Donc, à la base, on a tous pris un dessin, d'accord, ou fait un dessin pour notre travail, d'accord. Ce dessin, j'aimerais que vous rentriez bien dans votre tête que ça va être une guideline, ok, pour votre sculpte. Donc, c'est un guide, mais ce serait dommage de se coller exactement à 100% à ce dessin, ok. Premièrement, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas dessinateurs, donc peut-être que notre dessin n'est pas très bon. Ensuite, parce que le dessin qu'on a choisi ou qu'on a dessiné a peut-être des irrégularités en termes de transcription en 3D, d'accord. C'est-à-dire que en 2D, il y a des choses qui ont l'air d'être compréhensibles. En un coup d'œil, on peut comprendre plus ou moins ce que c'est. Mais dès qu'il s'agit de les passer en 3D, c'est plus du tout la même chose. Parce que un élément ne va pas s'aligner avec un autre, parce qu'on se rend compte qu'en fait une forme qui est compréhensible en 2D n'existe pas vraiment en 3D, d'accord. Elle doit être adaptée, etc. Donc j'aimerais que quand vous alliez commencer à sculpter, vous soyez vraiment dans une optique de j'ai mon dessin m'inculque une philosophie, c'est une guideline vers quoi je veux aller, mais mon modèle 3D doit vraiment transcender mon dessin. Ok. Et en production, c'est souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner un dessin où on va vous expliquer un modèle et vous allez le sculpter. Bah, si le dessin qu'on vous donne après 40 heures ou après 2 semaines de travail, votre directeur artistique ou la personne, votre client qui vous paye, voit votre travail et trouve que le dessin est toujours mieux que votre travail, alors c'est que vous avez raté votre travail. D'accord. Donc mettez-vous vraiment dans l'état d'esprit que là maintenant, vous avez conceptualisé, vous avez trouvé un concept. Votre goal, c'est de créer le produit final depuis ce concept. Si le produit final est moins bien que le concept, ça ne va pas. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier un dessin ou euh, un design qui va être intéressant ou non à sculpter, facile ou non à sculpter? Tout simplement, pour commencer, quand on a notre petit dessin avec nous, le plus important, ça va être d'identifier sa forme globale. Ok. Si vous tombez sur un dessin où il n'y a aucune forme, aucune shape, bah, peut-être qu'à première vue, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais souvent, c'est les dessins qui, en 3D, sont les moins intéressants à faire. D'accord. Si je vous demande de sculpter Pickle Rick, ok, tout le monde connaît Rick et Morty, quasiment, j'espère, eh bien, c'est juste une forme de cornichon. Ok. Dans le dessin animé, c'est super marrant. Le character design, en termes de design, est peut-être pas très intéressant, même si le perso défonce. Ok. Mais en termes de forme, c'est juste un concombre. D'accord. Et ça, quand vous choisissez un personnage à sculpter, vous devez activer votre œil. Ok. J'active mon œil de shape, de forme. Qu'est-ce qui est intéressant en termes de forme sur ce perso? Ok. Et ça passe par des lignes de construction. Donc là, le perso n'est pas forcément en typose. Euh, donc c'est pas le meilleur exemple. Je vais prendre ici des concepts, si j'en ai qui traînent. Voilà. Donc par exemple, si on prend ce personnage-là, hop, on va l'ouvrir dans Paint, puisqu'on ne peut pas ouvrir les choses convenablement ici. Voilà. Si je prends ce personnage-là, eh bien, comment est-ce que je sais qu'en termes de forme, il va être intéressant? C'est que quand il est dans une pose de face, plus ou moins, si je prends une ligne du dessous de son bras et que je rejoins le dessous de son pied, eh bien, il y a des éléments qui vont traverser cette ligne. Ok. Donc, si je prends le crayon rouge, ici, par exemple, j'ai ce pantalon là qui vient traverser la ligne et qui casse vraiment, je vais dire, une espèce de shape, une shape générale de gros rectangle. Ok. Si là je fais un gros rectangle, eh bien, ce gros rectangle est traversé par plein d'éléments. D'accord. On a le pantalon que j'ai déjà montré. On a le nœud ici. On va avoir un sac avec des petits trucs. Et on va avoir encore un autre pantalon. Ce qui est intéressant, c'est que le pantalon est très très large. Il vient vraiment créer une shape super imposante. Et puis hors de ce pantalon, c'est deux petites jambes qui sortent avec des toutes petites chaussures. Ok.
La relation entre ces deux formes est intéressante, puisque ça crée un contraste. Et dans le Cara Design, ou même dans la direction artistique, qu'est-ce qui va être intéressant pour le spectateur? C'est le contraste. Ok. Pourquoi un jeu comme Horizon Zero Dawn a fait beaucoup parler de lui dans la DA? Ok. C'est parce que dans leur direction artistique, ils ont un fort contraste. Ils ont un contraste entre un univers ultra roots, limite un petit peu moyenâgeux, ok, mais qui se bat contre des robots extrêmement évolués, des créatures gigantesques, robotiques, ok. Quand ça a apparu, quand ils ont sorti les premiers thrillers il y a bientôt 10 ans maintenant, c'était extraordinaire parce que ça crée un contraste, ok. Il y a plein de jeux comme ça où on crée des contrastes, que ce soit dans la shape, dans l'univers ou dans l'histoire, qui font que ça devient des expériences extraordinaires et que les gens s'en souviennent. Eh bien, on peut ramener ça au Cara Design. Okay, un personnage qui va être dans une shape complètement rectangle, toute droite, comme ça, quand il est en pause, ok, où il ne se passe rien, généralement, on sait que sur le design, on ne part pas sur un truc qui va casser trois pattes à un canard. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des personnages stickman qui sont très intéressants, mais ils ne sont pas intéressants de par leur shape. Ils sont intéressants par le mélange des couleurs, ils sont intéressants par leur caractérisation, ils sont intéressants par plein de choses. Là, on est vraiment dans le design pur et dur de pourquoi est-ce qu'un perso, en termes de forme, va être intéressant ou non. Ok. Donc là, vous avez choisi votre concept, vous l'avez dessiné. Il y en a qui ont des concepts plus intéressants que d'autres. Il y en a qui viennent de carrément se demander s'il ne devait pas changer. Il n'y a pas de problème. C'est à ça que je sers. D'accord. Une fois qu'on l'a identifié, et avant de commencer notre sculpte, eh bien, ça peut être intéressant de se dire, ok, donc j'aime ce personnage, c'est une chose, mais maintenant, je vais penser, ok, je dois le faire en 3D. Bah, en 3D, ça va pas être aussi rapide qu'en dessin. Donc c'est bien que je me pose la question, qu'est-ce qui compose ce personnage? Dans ce cas-ci, j'ai un élément qui va être le pantalon. Ok. Le pantalon, à quel point est-ce qu'il est complexe? Ok, j'ai des lignes dans ce pantalon. D'accord. Est-ce que ces lignes vont être répercutées en 3D? Est-ce que c'est du molletonnage? Est-ce que c'est une structure un peu en accordéon? Comment est-ce que ce pantalon réagit réellement en 3D? Ok. Parce qu'en dessin, j'ai un shading, j'ai une manière de le représenter. Mais en 3D, ça, bah, il va falloir que je l'interprète. Est-ce que c'est des coutures? Est-ce que c'est un petit auvent comme ça? Parce qu'on pourrait voir que c'est des coutures, ok. Mais si je zoome dans mon dessin et que je regarde le shading au niveau du genou, là, bah, il se passe quelque chose qui n'est pas logique si c'est des coutures. Ok. Donc c'est quoi? C'est des coups de gouge dans du bois? C'est quoi l'idée? Ok. Et tout ça, vous devez pouvoir l'identifier avant même de commencer à sculpter. C'est pas au moment où vous aurez posé la plupart des trucs que vous allez vous dire ah bon en fait j'avais pas vu mais ça c'est pas réellement comme je croyais parce que j'ai pas bien regardé le concept. Ok. Bon pantalon, premier élément. Ensuite pour ce cas-ci j'ai une grosse ceinture, j'ai un gros nœud. Ok. Le nœud tourne combien de fois autour de la taille? C'est quoi comme type de nœud? Euh, Qu'est-ce qui se passe ici quand le nœud a les deux petits bouts qui sortent? Est-ce que je vais réellement faire un nœud ou est-ce que je vais faire une sorte de sphère un peu stylisée qui fera imaginer que c'est un nœud? Ok. Mon pull ici, ok, j'ai un super pull. Bah tiens, c'est bizarre, je l'avais pas encore vu, pourtant je le regarde déjà depuis des minutes, le concept. Bah, il y a une espèce de feuille et le bord du pull, ça a l'air d'être dur, ça a l'air d'être une surface un peu métallique comme ça. Ok. Bah, tout ça, je me pose la question. Je me demande, tiens, est-ce que c'est une couture ou est-ce que c'est un espèce de bord métallique comme on voit dans certains jeux ou dans certaines séries à la Arcane ou League of Legends, ok. C'est un peu travaillé dans le même genre. Euh, Bah pareil, j'identifie ça.
Est-ce que du coup ça va être un volume ou est-ce que je vais le faire en couture dans mon vêtement? Ah bah si je le fais en couture, ce sera plus simple, mais par contre en termes de shape, ça va être un peu moins intéressant. Là sur le dessin, c'est une grosse shape qui est bien visible et c'est peut-être pour ça que ça marche bien. Donc alors, peut-être qu'en sculpte, je vais le faire en shape aussi, donc en volume. Ensuite, je vois qu'il y a un col avec des plumes, ou en tout cas une espèce de double col bizarre. Ok, c'est quoi ça? Ça fait tout le tour, ça passe derrière, ou c'est que à l'avant, sur les côtés? D'accord? Tout ça, je ne vais pas faire tous les éléments, mais parce que vous avez compris où je veux en venir, j'espère. Mais tout ça, c'est des questions qu'on va se poser avant de commencer même à travailler. D'accord? C'est à l'étape ou de sélection de notre modèle, ou de dessin, ou quand on l'a choisi et qu'on va commencer à travailler. D'accord? Et là où je veux en venir avec cette histoire, c'est que c'est très important, avant même de lancer ZBrush, de commencer à se matrixer, à sculpter, c'est très important de prendre le temps d'analyser le travail que vous allez faire. Okay, vous allez travailler dessus pendant longtemps, vous allez le voir beaucoup. Si vous ne l'analysez pas bien, si vous ne comprenez pas bien tout ce qui se passe sur le dessin, vous risquez de faire des erreurs, d'être déçu, de vous en lasser très très vite parce que vous allez vous dire ah, finalement mon perso a pas de shape et je me rends compte que quand il est en 3D, je ne l'avais pas vu en 2D. Vous risquez de mal interpréter certaines choses. Ok, donc vraiment, l'analyse d'un concept, la pré-analyse avant de commencer, le découpage des éléments, donc bien comprendre le nombre d'éléments que vous avez, si c'est une combi, une ceinture, un pull, une épaulière, une fourrure de renard, des lunettes, parce que même les plus petits éléments, vous allez devoir les faire. Ok? Là, si je zoome sur son visage, vous voyez qu'elle a des lunettes, des boucles d'oreilles bien spécifiques en forme de cœur avec une petite attache là. Oui, mais ça, cette attache-là, en 2D, vous voulez que je la refasse? Voilà, ça m'a pris une demi-seconde. Je viens de refaire la même attache. Ok? En 3D, cette attache-là, vous allez devoir vous poser la question, ok, est-ce que je fais qu'une sphère? Oui, mais si je fais qu'une sphère, j'ai bien détaillé le reste de mon modèle, ça va être bizarre si j'ai qu'une sphère pour ça. Donc je vais quand même devoir un peu détailler cette attache. Comment est-ce que l'attache est jointe avec le cœur? Voilà, donc vous voyez que très vite, ne serait-ce qu'un petit élément peut commencer à vous prendre beaucoup de temps. Ok? Donc dans ce cas-ci, sur mon perso, je vais faire exactement le travail que je viens de faire. J'ai une combinaison qui lui colle tout le corps. Du coup, dans ma tête, je me dis quoi? Bien, je vais avoir une bonne anatomie qui doit être assez convaincante, puisque techniquement, c'est quasiment comme si mon perso était nu. On va voir beaucoup des détails de son corps, c'est-à-dire que on va avoir une anatomie des genoux, on va avoir une anatomie du mollet, on va avoir une anatomie de la poitrine, on va avoir une anatomie du ventre, on va avoir une anatomie des bras, on va avoir tout ça. Okay, rien n'est caché sous des vêtements. D'accord? Quand on a un perso habillé, on s'en fout d'avoir un coude qui ressemble à rien s'il y a une manche qui passe devant. On s'en fout d'avoir un beau genou s'il y a un pantalon qui passe devant. Ok? Dans ce cas-ci, je me le dis déjà. Donc je sais que je vais devoir avoir une bonne anatomie. Et la plupart de mon travail va devoir se baser autour de ça. Sur cette combi, j'ai des éléments. Voilà. J'ai une première découpe ici au niveau du pantalon. J'en ai deux. J'ai pas la vision de l'autre côté, mais je peux facilement me dire que ça va être symétrique. Je vais avoir exactement la même découpe au niveau des hanches. J'ai un bustier qui passe au-dessus de la poitrine et qui va probablement faire la même chose de l'autre côté. Ok, avec aussi une attache sur le côté. Et qui termine comme un t-shirt avec des petites manches. Donc, jusque-là, rien de très compliqué puisque ce genre d'accessoires ou de détails de combinaison, c'est quasiment comme la combinaison qui est en dessous. Ok, il y a juste quelques plis en plus ou en moins qui vont être marqués à certains endroits. Ensuite, j'ai des chaussures qui ont l'air quasiment symétriques, donc que je vais pouvoir travailler au centre du monde dans ZBrush pour avoir la symétrie constamment active dessus. Et seulement quand ma chaussure sera finie, je la déplacerai à l'endroit du pied. Ok, donc ma chaussure, voilà, je l'analyse assez rapidement. Je vois un peu les formes qui la composent. Il n'y a rien d'impossible. C'est très organique. Ça peut se sculpter assez facilement. Donc c'est good, je valide. Le petit gun, c'est peut-être la chose avec l'arrière de l'armure ici
où on a le moins d'infos. Donc ça a l'air d'être une espèce de forme un peu comme ça, comme un scanner à la caisse, ok, avec une petite gâchette, et puis sauf qu'au-dessus, il y a une sorte de radar qui envoie des ondes, ok, qui est positionné comme ça. Grosso modo, j'ai un peu la vision du truc, il y a peut-être une espèce de boule là derrière, donc ça peut le faire. Dans un premier temps, comme c'est un accessoire qui n'est pas collé au perso, de toute façon, je ne vais pas encore trop me prendre la tête avec lui. Ok. J'ai juste analysé sa forme, j'ai vu que Rapidos, c'était très symétrique comme truc, il n'y avait pas trop de contraintes dessus, ça ressemble à un scanner de caisse, donc j'ai des refs dans le monde réel au cas où je me perds. Visage, le visage a l'air assez simple, c'est un visage comme on en voit souvent, euh, type manga mais occidentalisé, ok, donc avec un peu plus des traits à la Castlevania, etc. On sent un peu plus le trait occidental dedans. Les cheveux, je vais les sculpter directement dans la masse. Et c'est une petite coupe aussi, pareil, qui passe et qui n'est pas trop complexe. Une coupe complexe, ça aurait été quoi? Ça aurait été, vas-y, que j'ai des cheveux hyper longs avec des boucles super grandes qui partent dans tous les sens, ok? Ça, c'est une coupe complexe que je suis en train de faire là, d'accord? Et puis en plus, voilà, on a des tresses avec à la fin une attache et puis les cheveux qui partent un petit peu plic-ploc. Ok, ça c'est une coupe complexe. Là, on a une coupe courte avec une capoule. C'est vraiment pas une coupe compliquée. Ok, donc pareil, vous voyez que même moi, malgré que j'en sculpte souvent, je prends pas des persos qui sont complexes pour vous donner cours. Ça sert à rien de se complexifier la vie. Et puis derrière, on a la partie peut-être la plus intéressante et aussi sur laquelle on a le moins de détails visibles, c'est cette espèce de globe, d'armure, dans lequel on voit qu'il y a une sorte de liquide ou de reflet, on ne sait pas bien, là, avec d'autres personnes qui la braquent. Ça va être à moi d'interpréter. Est-ce que c'est une femme poisson qui doit vivre tout le temps dans de l'eau, elle porte un globe avec de l'eau dedans? Est-ce que c'est juste le reflet qu'on voit ici? Ça, c'est vraiment à vous d'interpréter quand c'est pas vous qui avez fait le dessin. Ok. De toute façon, si je mets de l'eau dedans, dans cette brush, on verra plus la tête. Ok. Donc dans ce cas-ci, je m'en fous. Je pense même pas au fait qu'il y a de l'eau dans son truc. Je vais partir du principe que c'est un globe comme un astronaute. D'accord. Et puis derrière, on a tout le mécanisme qui lui va être un petit peu plus complexe, mais qui a un mécanisme hard surface, donc de type surface dure avec des shapes très 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 clean. Eh bien, même s'il est de type hard surface, il est un peu organique. Ok, c'est du hard surface qui se sculpte assez facilement dans ZBrush. Du coup, pareil, pas trop de soucis. Je vois qu'il y a beaucoup de répétitions dans ce hard surface là. Donc je sais déjà que je vais pouvoir faire des copies de certains éléments. Et voilà, là à gauche, là à droite, ici, là, les deux réacteurs qu'il y a derrière. Donc tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir dupliquer. Et finalement, que je vais devoir sculpter qu'une seule fois. Ok. Et en fait, si je regarde, alors à partir de ce moment-là, mon casque ne se résume plus qu'en la grosse partie complexe qui est ici en orange. Ok, avec une petite antenne. Et en réalité, je me rends vite compte qu'il y a moyen de faire ça sans trop se complexifier avec juste ce dessin-là. Ok. Alors, en termes de shape, ce perso-là, il est un peu spécial puisque il a quasiment aucune shape sur le corps. Ok, elle est en suit. Du coup, il n'y a pas vraiment de volume. C'est-à-dire que si j'applique la théorie que je vous dis de la ligne du dessous du bras jusqu'au pied, on ne va pas avoir des volumes de fou. Par contre, il y a un gros gros contraste qui est créé par le fait qu'on ait un caractère qui soit un peu frêle dans son anatomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de gros muscles saillants, etc. Mais il y a un élément extrêmement proéminent sur le dessus du perso. Okay. Du coup, on crée cette espèce de contraste duquel je vous parlais tout à l'heure dans le Cara Design. On va avoir un perso qui va être d'apparence frêle, mais avec une technologie qui casse vraiment sa shape très très fort au niveau de la tête. Okay, et qui met en opposition la, je vais dire la faiblesse ou la petitesse du corps avec la grosseur de la tête et de l'attirail qu'elle a autour. Ça va? Donc là, mon analyse, je l'avais faite bien sûr avant de choisir le concept, puisque je l'ai choisi avant de venir en classe. Donc, maintenant que j'ai décomposé tout ça,
je me demande, ok, comment est-ce que je commence à travailler? Est-ce que je vais commencer par le tout petit rond qui est là derrière et à sculpter juste ce petit truc-là, et puis le petit truc-là, puis le coussin, etc. Pas trop. La meilleure manière de travailler, c'est de décomposer le travail un petit peu comme vous le feriez si vous deviez sculpter ou dessiner le personnage dans la vraie vie. Ok? Quand vous commencez un dessin, vous n'allez pas commencer par le tout petit détail qu'il y a là derrière. Vous allez commencer par faire des grandes shapes, ok? Limite, commencer à imaginer un peu le posing du perso, comment est-ce qu'il va être positionné, comment sont ses jambes, euh, comment est sa silhouette, et puis vous allez repasser là-dessus avec un autre crayon d'une autre couleur, et vous allez affiner. Ok, vous allez vous dire, ok, quel type de coiffure est-ce que j'ai, quel type de visage est-ce que j'ai, etc. Bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire dans ZBrush, et c'est exactement la manière de laquelle vous devriez travailler. C'est-à-dire que je ne veux pas, ce n'est pas une bonne idée de choisir un élément et de commencer à le détailler très très fort. Ok? Vous allez vous perdre si vous faites ça. La seule personne que je connais qui est capable de faire ça, elle est même plus sur Terre, c'est Kim Jong-ji. Voilà. C'est un dessinateur, c'était un très grand dessinateur, et malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et lui pouvait commencer à dessiner, voilà, un dessin complexe comme ça, sans faire aucune ligne de construction et en commençant par le petit nuage qui est ici. Ok? Honnêtement, là, de vivant sur Terre, je ne connais pas beaucoup d'autres gens capables de faire ça, que ce soit en dessin ou en sculpte. Donc, nous, on ne va pas faire Kim Jong-ji, on va vraiment travailler par étapes. C'est-à-dire qu'on va commencer par positionner notre base mesh, travailler la forme de notre base mesh pour qu'il matche au maximum notre concept, en travaillant par couche. Donc, je démarre par le dessus, je descends. Je recommence. Je démarre par le dessus, je descends. Un petit peu comme une imprimante 3D, un sculpteur dans le marbre le ferait. Okay, un sculpteur de marbre, il n'a pas son bloc de marbre, il vient avec sa gouge et son marteau. Et là, il y a tout qui tombe et il a directement son beau sculpte qui est posé et qui est créé. Non, le sculpteur va venir avec sa gouge, il va commencer à dégrossir son morceau de marbre en commençant par la couche externe et en commençant à développer la silhouette. Puis il va repasser une deuxième fois et il va commencer à un petit peu positionner les muscles et l'anatomie du perso qu'il est en train de faire. Une fois qu'il a fait ça, il va passer avec une bouche plus petite et il va commencer à lisser, puis il va commencer à poncer, etc. etc. Pareil en terre. Vous avez eu des cours de super sculpté ou de sculpte. Vous n'allez pas directement commencer à mettre un bout de super sculpté et puis à détailler l'œil. Non. Vous allez faire une shape globale de la tête, vous allez creuser les orbites, et puis vous allez descendre, vous allez positionner la mâchoire, vous allez repasser sur les orbites, poser les paupières, les yeux, etc. etc. Okay, dans ZBrush, il faut faire pareil. Ne commencez pas à vous prendre la tête, à détailler un truc en particulier, et puis à vous rendre compte que les shapes sont plus bonnes, de devoir tout modifier. Ça va être un enfer. Ok? Alors, dans la théorie, c'est facile, puisque là, on parle, mais on ne sait pas où aller cliquer, on ne connaît pas tous les boutons, etc. Quand on va faire un base mesh, un blocking, ok, on va travailler avec les niveaux de subdiv. Ok, donc là, si j'active mon wireframe, vous voyez que je vois le wireframe sur mon perso. Ok, donc le wireframe, c'est cette espèce de maillage qui me représente chacun des polygones. D'accord? Quand on fait un blocking, croyez-moi, c'est le meilleur conseil que vous pourrez retenir sur toute votre carrière de sculpteur de perso. On essaye de rester le plus longtemps possible dans des niveaux de subdivision bas, donc avec des polygones grands. Okay, plus vous allez faire un blocking de votre perso qui reste assez rough, donc très peu détaillé, avec des grands polygones, plus vous allez être juste. Si vous partez directement dans des niveaux de subdiv très hauts, donc là, je fais un CTRL D pour vous montrer. Hop, voilà. D'accord, j'ai maintenant plein de tout petits polygones. Plus vous allez faire ça, moins de contrôle vous allez avoir sur vos blockings. D'accord? Là maintenant, quand j'essaye de bouger, eh bien, ça va être compliqué parce qu'en fait, j'ai moins de contrôle. Vous voyez que très rapidement, je crée des surfaces qui sont plus lisses du tout. Ça va me créer des lignes comme ça. Et en fait, après 3-4 manipulations, vous allez vous retrouver avec un truc qui est dans ce genre-là. Vous allez vouloir lisser avec Mage.
ça va mal se lisser, votre forme elle ira de face, puis quand on se mettra là, on verra qu'il y a plein de reflets horribles. Bref, ça n'ira pas du tout. Et en fait, pour garder un modèle et un blocking qui va être vraiment clean, on essaye au maximum de le bloquer dans des formes qui sont basse résolution. Deuxième conseil, quand on va faire ça, et vous voyez, je vais le faire avec vous, hein, là je repose les bases, on essaye de jouer avec les formes et les brushes dans des tailles assez grandes. Vous voyez que l'anatomie, je peux très facilement la modifier quand je suis en niveau de résolution assez bas, avec des tailles de brush assez grandes, d'accord? Je peux très rapidement redonner un peu une carrure à mon perso, je peux très rapidement un petit peu lui casser cette carrure, ok, en prenant voilà, des grandes tailles de brush. On va avoir beaucoup d'impact sur toute l'anatomie du perso. Je vais pouvoir très facilement réduire la taille de certaines parties, ok. Et en fait, le fait d'être en basse résolution comme ça et d'avoir une grande brush, c'est vraiment le combo maîtrise. Vous allez avoir énormément de maîtrise sur votre blocking de personnage, d'accord? Avec les autres classes, même avec les troisièmes, etc., on fait des cours avancés, ok? Le blocking, jamais, 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 c'est l'étape où on va prendre 4 heures. Non, à blocking, vous allez prendre 8 heures, parfois même 12 heures pour le faire. Parce qu'en fait, à partir du moment où les vêtements vont tous être bloqués, vous allez les avoir en low res comme on les a là. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va avoir, à partir du moment où les vêtements sont bien bloqués comme ça, à partir du moment où la plupart des formes sont dans la shape, c'est ce que je vous montrais tantôt, la plupart des formes sont posées. En fait, dès qu'on aura ça, on va juste avoir à détailler. Et finalement, détailler, c'est pas ça qui va rendre que le perso est bien ou pas. C'est vraiment les shapes. Donc en fait, si là maintenant je prends pas le temps de faire mes shapes et que je détaille direct en faisant des trucs plein de subtils, en essayant de faire mon blocking à l'arrache, je vais avoir peut-être un perso qui aura des shapes dégueulasses, plein de détails, et on fera oh ouais, ok, pas mal, il y a plein de détails, mais par contre, dans la forme, il ressemblera à rien. Et ça, bah, malheureusement, ça se voit souvent. On voit souvent des persos qui finalement ne sont pas bien bloqués parce que les personnes rushent cette étape en ne prenant pas le temps. Ils vont mettre des détails partout. Et finalement, bah, c'est pas très top parce que on se rend compte que les formes globales sont assez smoothées, ça ressemble un peu à de la pâte à modeler, les volumes sont pas bien réfléchis, on ne se pose pas la question de savoir si la taille d'une boucle d'oreille est assez grande, sera visible, ou si j'ai pas trop d'éléments sur le personnage, etc. Et c'est vraiment beaucoup de choses à comprendre le concept et à intégrer comme philosophie dans un sculpte de perso. Ok. J'attends pas de vous que vous compreniez tout au premier abord, mais c'est pour ça aussi que j'édulcore un petit peu les concepts en faisant des trucs plus simples avec vous. C'est pour vraiment que vous compreniez les bonnes manières pour faire les choses bien, même si on démarre, voilà, sans forcément avoir de talent pour le sculpte, parce qu'on est là pour faire de l'animation ou des choses dans le genre. Ok. Je comprends que ce n'est pas votre kiff à tous, mais je vous jure que j'ai vu des gens qui ne kiffaient pas du tout modéliser, qui n'avaient pas forcément un talent, qui ont adopté le bon moyen de faire et qui sont devenus des tueurs. Okay, il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans le délire du sculpte, qui ont juste bien compris la méthodologie et qui finalement se sont rendus compte que ce n'était pas aussi compliqué que ce qu'on peut le croire. D'accord? Alors, avant de commencer à shaper notre perso, je vous montre quelque chose. Donc, dans ZBrush, ce qui est intéressant pour bien voir les shapes, c'est d'un petit peu virer ce dégradé là, dégueulasse. Vous pouvez aller dans Documents et descendre le range ici à 0. Okay, comme ça, on est sur un fond gris uni et c'est bien plus agréable pour les yeux et pour visualiser les shapes de notre perso. Ensuite, généralement, quand on commence à travailler, c'est ce shader là qui est mis, le shader rose, ok. Et bien pareil, pour changer de matériel, vous cliquez sur la grosse boule rose et vous allez aller sélectionner plutôt le basic material, ok. Et travailler en gris. Alors, c'est un des meilleurs matériaux pour bien voir toutes les nuances de vos formes, ok. Il y a des matériaux qui vont amplifier certaines nuances, d'autres qui vont un petit peu les alléger. Le gris, c'est une bonne moyenne, ce matériel-là, le basic material,
pour bien voir tout ce que vous allez sculpter. Okay, au fur et à mesure, vous allez un peu débloquer peut-être d'autres visions, vous allez vouloir utiliser d'autres matériaux, mais en réalité, le basic matériel n'a pas son pareil. Okay, c'est un matériel qui est super pour sculpter et pour bien regarder ce qu'on est en train de faire. D'accord? Alors, en plus de ça, j'aimerais bien que vous checkiez toujours bien, quand vous bossez dans ZBrush, que sur vos paramètres de tablette, cette option est désactivée. Donc, dans correspondance, il y a utiliser entrée manuscrite Windows. Ça, je vous conseille vraiment de l'avoir tout le temps bien désactivé. Vous allez voir que si c'est activé, quand vous allez sculpter, parfois, vous avez déjà sûrement eu ça en vous disant « Waouh, je pète un plomb, ça me rend ouf, la tablette ne fonctionne pas ». Des fois, vous allez cliquer avec votre souris, il va y avoir un petit rond qui apparaît autour, il y a comme un lag. Ben, en fait, ça vient de là. C'est cette option-là qui crée ça. Utiliser entrée manuscrite Windows. Okay, et ça arrive souvent ici à l'école parce que chacun va changer d'ordi, vous n'êtes pas forcément des places attribuées. Et puis, il y a des gens qui ne le font pas sur la session, il y en a d'autres qui le font. Et vous allez voir que si vous ne pensez pas faire ça à chaque fois que vous arrivez ici sur un ordi, des fois vous allez sculpter, vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, il y a un délai quand je clique, ça ne marche pas, c'est l'enfer. Et bien, c'est ça. Ok, donc, toujours bien checker que ça, c'est désactivé, surtout quand vous voyez ce petit truc-là apparaître. Là, évidemment, quand je vais vouloir le faire apparaître, il ne va pas apparaître. Mais c'est le petit rond qui est autour de la souris qui apparaît parfois. OK? Donc là, j'ai désactivé. Je sais que je vais être tranquille dans ZBrush. Ensuite, je vais mettre en grand. Hop. Autre chose qui est intéressant, c'est forcément une fois que j'ai choisi mon basic matériel, une fois que j'ai mis le fond à 0 et que j'ai plus mon range, ben, j'aimerais bien qu'il se lance toujours comme ça. Donc pour bien faire, il ne faut pas avoir d'objet dans sa scène. Donc ça, il faut le faire quand on lance ZBrush pour la première fois. Pour ceux qui n'ont pas entendu comme ça, c'est cool, je vais répéter. Hop, on cache ça. On va faire document, range, on le met à 0 et on choisit directement basic material. Okay, là, j'ai un setup qui est prêt pour commencer à travailler et j'aimerais que ce soit à chaque fois comme ça. Du coup, je clique dans document et je clique juste sur Save as Startup Doc. Et au moins, comme ça, à chaque fois que je vais lancer le programme, j'aurai mon setup qui est clean avec les bons matériaux et le fond gris uni pour travailler. OK? Du coup, je vais faire Load Tool et je vais prendre la female que j'ai envie d'utiliser. Une fois que je l'ai ouvert avec le ZTL, je clique juste sur Edit. OK? Et là, je peux commencer à tourner autour. Alors, petit tips pour ceux qui ont déjà eu le problème probablement 36 fois cette année. À des moments donnés, vous allez bosser et ça va être bizarre. Il va se passer des trucs comme ça. Donc, vous êtes en train de travailler, vous cliquez sur des boutons et sans vous en rendre compte, vous avez fait ça. Et puis là, il y a un truc qui traîne au milieu de votre vue et vous ne comprenez pas trop ce qui est en train de se passer. OK? Donc là, je veux sculpter, mais il y a des... c'est quoi cet enfer? En fait, c'est juste que vous avez fait un snapshot de votre scène dans la scène. Okay, ça permet de travailler sur la face d'un perso, par exemple, et d'en même temps avoir une vue de comment le profil était il y a 5 minutes. Si ça vous embête, raccourci très simple, CTRL-N. CTRL-N fait un nouveau viewport, d'accord? Et comme ça, vous pouvez être tranquille. Donc, je sais que malgré tout, il y en a quand même qui vont m'appeler à des moments en me disant « Monsieur, j'ai un truc bizarre, j'ai un bug. » Non, il faut juste faire CTRL-N. Vous avez juste fait un snapshot du perso pour pouvoir bosser dessus en ayant plusieurs visions. D'accord? Donc CTRL-N, ça fait un nouveau document de travail. Ça ne fait pas un nouveau fichier de travail, mais juste un nouveau document. C'est comme si j'étais sur mon bureau avec mes boules de terre, mon sculpte que je suis en train de faire. Mon bureau est dégueulasse. Je balaye tout. Mon sculpte, je l'ai toujours, il est bien beau. Et maintenant, j'ai un nouveau bureau. CTRL-N, ça fait juste ça. Ça ne casse pas notre sculpte, ça ne fait rien disparaître. Ça met juste notre plan de travail, ça le nettoie. Et puis, on a de nouveau un beau sculpte qui est prêt à être utilisé pour ressalir un autre plan de travail. OK? Alors, tout ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu avec M. Livens. Si vous ne l'avez pas entendu, tant mieux, je vous apprends un truc. Si vous l'avez entendu, ça vous fait un petit rappel. À côté du perso, on voit qu'il y a la petite brush ici. OK? On-off, vous voyez que ça active ou non des couleurs. D'accord?
dans le cas de notre base mesh, il est coloré déjà à la base pour bien visualiser quel muscle est où et pour bien voir comment c'est décomposé. Vous pouvez cacher ça juste en cliquant sur le petit pinceau. D'accord? Dans cette liste-ci, pareil, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est les subtools. Donc c'est là que je vais avoir tous les objets dans ma scène ZBrush. Ok? Ces objets-là, quand on va en avoir plusieurs, donc là pour notre perso, c'est possible qu'on en ait, j'en sais rien moi, 50. J'ai déjà fait des persos où il y a 120 subtools. Ok? Ça ne sert à rien de commencer à descendre avec la petite barre ici et de chercher vos subtools à chaque fois. Vous allez perdre un temps de gueux. Si vous voulez aller vite, vous faites Alt, clic sur l'objet dans la vue. Ok? Alt, clic dans la vue, ça vous permet de toujours pouvoir sélectionner rapidement un objet sans devoir aller le chercher dans vos subtools. Alors, vous avez aussi, j'ai sûrement vu ça avec M. Leven, ZBrush pour se déplacer ou pour faire des manipulations, que ce soit des masques, des contrôles, des scales, des inflates, etc. C'est toujours Shift, Control, Alt. Ok? Ne vous prenez pas la tête à vous dire oh là là, c'est une usine à gaz, il y a plein de boutons. En vrai, toutes les manipulations que vous pouvez faire dans ZBrush, ça va être avec CTRL SHIFT ALT et les deux clics de la souris ou du pen. Ok? Je masque ça avec CTRL, je nettoie un masque, c'est CTRL drag dans le vide. Je veux carrément sélectionner juste une partie du perso avec le truc, la brush qui permet d'isoler le selection. Eh bien, c'est CTRL SHIFT. Je veux l'inverser, c'est CTRL SHIFT drag dans le vide. Je veux tout réapparaître, c'est CTRL SHIFT clic dans le vide. Ok? Donc, CTRL SHIFT, CTRL Maj, CTRL Maj, SHIFT, drag dans le vide, drag sur le perso, clic dans le vide. C'est toutes les combinaisons qui, ensemble, vous permettent de masquer, de sélectionner ou de faire apparaître ou pas apparaître des parties du perso ou d'inverser des masques, etc. D'accord? Ne vous demandez pas s'il y a d'autres boutons sur le clavier. Il y en a d'autres qui permettent de faire des trucs, mais les règles de base, c'est CTRL-SHIFT-ALT. CTRL-SHIFT-ALT sont à ZBrush ce que ZQSD est à Counter-Strike ou ce que AZERTY sont à League of Legends. Okay? Quand vous faites du ZBrush, quand vous geekez sur ZBrush, c'est Shift-Control-Alt. Point. Vous voulez devenir un PGM de ZBrush, c'est sur ces boutons-là que votre main est positionnée sur le clavier. Ok? Donc, retenez bien ça. Ici, on va delete la sphère. Ok, et voilà. Alors, pour travailler sur un dessin, si on a deux écrans, c'est cool de mettre le dessin sur le deuxième écran. Mais si on n'a qu'un écran, on a plusieurs options. La première, c'est d'utiliser PureRef. PureRef, vous l'avez sur votre ordi. C'est une fenêtre comme ça, dans laquelle vous allez pouvoir draguer toutes vos références. Là, si je vais sur mon disque dur, T9, hop, j'ai mon petit perso, je prends l'image, je la drague, boum, elle est dans PureRef. Ok? PureRef, c'est juste un tableau dans lequel, avec la molette du milieu, je vais pouvoir voyager pour mettre toutes mes refs. Par contre, ce tableau et cette fenêtre, il a une qualité, c'est que je peux choisir de tout le temps l'afficher au-dessus d'un programme. Ok? Donc, si je clique droit dans PureRef et que je fais mode, je peux mettre Always on top. Et en réalité, là maintenant, quand je suis dans ZBrush, j'ai tout le temps mes refs visibles sur PureRef. Et ça, c'est cool. Parce que, voilà, je vais pouvoir avoir mon concept, mais je vais aussi pouvoir avoir depuis Google, par exemple, une Female Anatomy Skills. Ok. Peut-être pas forcément une référence scientifique, mais même pourquoi pas une référence de ZBrush. Comme ça, j'arrive déjà bien à visualiser les choses avec le même shader que ce que moi j'utilise. Alors, quand on fait ça, il faut faire attention de prendre une bonne anatomie, parce que si votre référence est mauvaise, votre sculpt va être mauvais. Okay? Et puis à côté, c'est toujours intéressant de prendre quand même un petit dessin anatomique ou une petite vue. Et alors avec PureRef, ce qui est cool, c'est que voilà, disons que j'aime bien celle-là, je peux juste cliquer sur l'image et directement la drag and drop dans PureRef. Je ne dois pas faire de clic droit, save ou quoi. Vous voyez que l'image se met directement dans PureRef
je peux la positionner là où je veux. Et ça, c'est génial. Ok, c'est ultra rapide. Je drag and drop tout ce que j'ai besoin. Bim bam boum. Et en 3 secondes, j'ai vraiment toutes les refs dont j'ai besoin pour faire mon travail, ou l'anatomie, ou le visage que j'ai envie de sculpter. Ok, donc ça, c'est cool. Je vais aussi aller chercher un facial anatomie. Alors, pour le facial anatomie, vous pouvez vous baser sur des constructions comme celle-ci, ok, qui vous permettent de bien voir la construction anatomique d'un visage. Je disais tout à l'heure, mon ami dans le fond, que ton visage devait être un peu retravaillé pour qu'on sente réellement la structure anatomique sous le visage. Eh bien, ce genre de référence peut être intéressant pour toi avec un homme, ok, pour que tu comprennes bien comment et où doit regarder certaines faces du visage, même sur un personnage un peu stylisé. Ok, si je prends cette référence-là, qui peut être intéressante pour un personnage plus stylisé, eh bien, on voit vraiment comment la construction du visage est réalisée. Ok, eh bien, ça, je prends. Forcément, ça va m'être super utile pour quand je vais faire le visage de mon perso. Je peux même prendre ceci, ces références-là, qui sont très chouettes aussi, sur lesquelles on a des tracés. D'accord, ça va m'être super intéressant. Euh, et dans les sculptes en particulier, bah, je fais bien gaffe à ne pas prendre des sculptes qui sont ratés. Ok, parce que si je prends une mauvaise ref, je le répète, bah, je ne vais pas pouvoir travailler convenablement. Donc là, voilà, pareil, je prends ma petite ref ici pour avoir vraiment une bonne construction anatomique en étapes, hein, puisque là, j'ai moins d'étapes que sur celui d'à côté, et sur celui d'à côté, j'ai moins d'étapes qu'ici en dessous. Okay, et puis si en même temps, j'ai des références de visage déjà complètement construits, bah, pourquoi pas aussi, ça peut être intéressant. Ok, maintenant, je fais bien attention de prendre des références de visages construits dans le style vers lequel j'ai envie d'aller. Si je suis plus stylisé, cartoon, hyper réaliste, etc. Pour l'anatomie du visage, je finirai sur une très bonne référence qui est Philippe Faro. Ok, vous allez voir ce monsieur qui est sculpteur traditionnel, mais c'est un expert en visage. Ok, il sculpte extrêmement bien les visages. Il a énormément de talent pour l'anatomie faciale et pour faire des choses vraiment dans tous les styles. Vous voyez qu'il y a plutôt du stylisé et vous pouvez très bien avoir de l'hyperréalisme dans ce qu'il fait. Alors Philippe Faro a écrit un livre, voilà, qui s'appelle Portrait Sculpting. Même si c'est du portrait sculpting en terre, absolument tout ce dont il parle dans ce livre est applicable dans ZBrush. Okay, puisque ZBrush, c'est juste une passerelle entre le monde réel et le monde numérique pour la sculpture. Okay, vous voyez que même des sculptures directement en photo peuvent vous aider dans vos refs aussi. Moi, ça m'arrive souvent de prendre voilà, des refs sculpturales de Philippe Faro. Je sais qu'il a quelques références en facettes, comme celles que je viens de vous demander de prendre, qui peuvent être très intéressantes aussi pour construire des visages. Okay, vous voyez qu'il ne fait pas que des humains, il fait des trolls aussi, il fait des orques, il fait de tout. Donc si jamais c'est un sujet qui vous passionne, le chara design, et que vous voulez un peu plus diguer, creuser, d'accord, Philippe Faro, technique de sculpture et anatomie du visage, c'est une référence en or pour vous. J'ai pas de part dans sa société, c'est juste que c'est un grand monsieur sur lequel c'est intéressant de prendre des références, d'accord, et qui en plus a beaucoup partagé. Alors, donc ça, c'est pour le visage. Pour l'anatomie du corps, on l'a fait aussi. On a pris quelques refs. On peut en prendre un peu plus si notre perso est nu ou si on a besoin d'un peu plus de références. Bien sûr, pour Philippe Faro, il en a aussi, d'accord, de la doc sur les corps. Donc, ça peut être intéressant aussi de se renseigner de ce côté-là. OK? Alors, si mon perso a une combinaison, si mon perso a un casque, si mon perso a une chemise, si mon perso a un nœud papillon, bref, si mon perso a d'autres éléments, eh bien, je fais exactement le même travail que celui que je viens de faire là avec vous. Ok, c'est-à-dire que je vais aller me nourrir visuellement d'informations pour pouvoir sculpter ces parties-là. Ok, j'ai bien trop souvent des élèves qui ne se basent que sur leur dessin, qui sont souvent peu précis
je vais dire stylisé ou cartoon, et qui me justifie la non-shape ou le non-travail d'éléments en me disant ouais mais monsieur c'est stylisé, c'est cartoon. Alors ça c'est non, non, non. Si on va voir justement par exemple le travail chez Arcane, euh, toute la série est stylisée cartoon et pourtant absolument toutes leurs shapes sont ultra lisibles, ultra définies et elles guident vraiment le spectateur dans une lecture de la forme alors même que les gens n'en ont pas conscience. D'accord. euh, Vous verrez à aucun moment un perso ici qui va être avec des formes toutes molles ou avec des choses vraiment qui ne sont pas lisibles, alors que pourtant c'est ultra stylisé. D'accord. Et des exemples comme ça, il y en a plein. On peut prendre même encore du plus stylisé euh, comme exemple avec Adventure Time, ok. C'est en 2D, mais même malgré tout, on a des designs qui sont ultra intéressants en termes de forme et en termes de finition, d'accord, sur les persos. Alors, en termes de série, vous pouvez aussi aller alimenter vos visuels euh, sur la série Love, Death and Robot. Ok, c'est des épisodes qui sont disponibles sur Netflix où vous allez pouvoir avoir accès à plein de types de styles d'animation, de styles de rendu, de directions artistiques différentes et toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le film d'anime et dans le jeu vidéo qui ont travaillé sur plusieurs épisodes de ces séries-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses à lire, à découvrir, rien qu'en regardant ces épisodes. Donc, si vous n'avez jamais pris le temps de regarder ces saisons-là, saison 2 de Love, Death and Robot, bah, prenez un peu le temps, de temps en temps, quand vous avez une pause à faire, pour aller voir un peu ce qui se passe. Il y a des choses super aussi. Vous voyez, avec des trucs plus stylisés, mais avec des shaders réalistes ou des matériaux réalistes et des mélanges qui sont parfois très, très intéressants et très surprenants et parfois où il y a des risques qui sont pris. Ok. Donc, pareil, alimenter votre visuel par rapport à la création de personnages, c'est très important. D'accord. Plus votre banque d'images personnelles mentales sera grande, plus vous allez pouvoir imaginer facilement vos références, vos personnages quand vous allez travailler. Ok, donc là, pour ce perso-ci, pour l'instant, je vais dire que ce qui me manque peut-être un peu, c'est encore un peu d'anatomie. Et une fois que j'aurai vraiment quelques belles rêves anatomiques, voilà, on va dire ça. Vous voyez que si je mets héroïque anatomie, vous allez avoir parfois des anatomies, des proportions d'anatomie qui vont varier. Ok. L'anatomie de Superman n'est pas la même que l'anatomie d'un euh, bureaucrate ou d'un civil normal. Okay. Les jambes sont plus longues, euh, la tête est plus petite, le perso va être plus grand. D'accord. Les proportions du personnage vont vraiment beaucoup varier selon euh, comment il va être vu dans votre film, comment il va être vu dans votre jeu, si vous faites des jeux, et sur sa provenance. Ok, si je note Heroic Proportion Caractère, voilà, bah, ne serait-ce que cette référence-là est assez intéressante. D'accord. On va la prendre en grand. C'est pour les hommes, mais c'est exactement pareil pour les femmes. Ok. Vous voyez que on va avoir des proportions entre un homme de base et
une figure héroïque, donc c'est la plus éloignée de l'homme de base, qui sont différentes. Et quand on parle de proportion, c'est pas que un scale, ok? Il faut bien comprendre que une proportion, c'est la taille d'un membre par rapport à un autre membre, ok? Dans ce cas-ci, on prend souvent la tête en référence, ou bah voilà, un perso héroïque va avoir plus de taille de tête dans son corps que un personnage de base. Donc héroïque, on met plus ou moins 9 têtes, alors que un personnage de base, on est plutôt à 8. D'accord? Ça dépend un petit peu de vers quoi vous voulez aller. La longueur des jambes, du coup, n'est pas du tout la même. Ok? La taille du torse, et comme je disais, la taille de la tête n'est pas pareille non plus. Ça va? Donc, quand je vous parle de proportion, parce que je vais beaucoup en parler là, ce sera le plus souvent des rapports de taille entre les membres. Ok? Donc, ici, j'ai ma petite feuille avec PureRef. Honnêtement, je vous conseille grandement d'en faire une, de la sauver, clic droit, save, save, et on peut save ça dans notre fichier de travail, B2B1, et là, je vais noter Anna, voilà, c'est le nom de mon perso, Anna, ref.pure, ok? Comme ça, j'ai un début de tableau pour mon sculpte qui est fait, qui est sauvé, et que je pourrais toujours ressortir en bossant. Vraiment, 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 il n'y a pas de secret. Sculpter de tête, c'est bien pour faire un boulon ou une bouteille d'eau, ok? Mais pour sculpter un personnage ou des éléments beaucoup plus complexes, c'est extrêmement important d'avoir un pur ref de qualité, ok? Avec beaucoup de bonnes références. Alors, du coup, avant de faire une toute petite pause de 10 minutes, je vous montre aussi comment importer une ref dans ZBrush, en plus de notre tableau ici. On va pouvoir importer au moins notre modèle sheet ou notre référence. Donc, on va aller dans Texture, on va cliquer sur Import, on sélectionne notre texture, okay. On reclique dans Texture, on clique sur Texture, et ensuite Add to Spotlight. Je répète, donc pour importer une référence dans ZBrush, Texture, Import, on sélectionne notre texture, ensuite on retourne dans Texture, on clique sur la texture et on clique sur le bouton Add to Spotlight. Ok? Une fois qu'on a cliqué sur Add to Spotlight, on a effectivement notre référence qui apparaît devant tout, avec une grande roue comme ça, qui va nous permettre de déplacer la ref, de pouvoir changer son opacité. Okay? Si vous survolez les petites icônes, vous voyez que c'était écrit ce que vous pouvez faire. Donc là, j'ai l'opacité. Je vais descendre un petit peu l'opacité pour avoir ma ref en fond, juste histoire de dire, voilà, de continuer à alimenter ma vision de mon personnage. Et je vais la positionner sur le côté dans mon cas. Okay? Une fois que ma ref est posée, je dois encore faire une manipulation pour pouvoir travailler. Je vais appuyer sur Z pour faire partir la petite roue. Et pour pouvoir sculpter, je vais dans Brush. Et dans Brush, je vais cliquer dans Sample et désactiver Spotlight Projection. Et là seulement maintenant, je peux sculpter sur mon personnage. C'est un peu complexe. Mais en réalité, ce n'est jamais que 3 boutons. Donc, je répète la solution générale. Texture, Import, sélection texture. De nouveau texture, on sélectionne la texture. Add to Spotlight. On se retrouve ensuite avec notre roue et notre dessin à placer à scale là où on veut. On clique sur Z, Brush, et puis Spotlight Projection, on désactive.
Ok? Et là, je suis fin prêt à commencer à travailler sur mon anatomie. Alors, si mon concept m'offre un modèle sheet, donc une vue de face, de profil, etc., bah, j'en profite pour pouvoir voilà, positionner mon perso, pour pouvoir commencer sur l'anatomie générale du perso par rapport au dessin que j'ai fait. Ok? Alors, je vous invite à faire une petite pause de une petite dizaine de minutes, très petite, je dirais 10h40, 10h45 grand max. Et puis, on commencera enfin à poser les bases de notre anatomie et de nos vêtements. Ok?